VOA Afrique. Bonjour et bienvenue à vous ce jeudi dans Washington Forum. Nous revenons sur la présidentielle américaine et la victoire de Donald Trump. Dans son sillage, le Sénat, la Chambre des représentants et la présidence se retrouvant dans les mains d'un seul parti. On décrypte avec nos invités. Après des mois d'une campagne électorale rocambolesque, Hillary Clinton, la candidate démocrate, s'est inclinée face au républicain que personne n'attendait, Donald Trump. Le milliardaire a ainsi déjoué tous les pronostics. Dans un pays qui semble désormais divisé, quel programme pour les 100 premiers jours? Quelle politique étrangère? C'est tout de suite dans Washington Forum, c'est le programme du jour. Ce jeudi, vous êtes avec nous. La scène semblait encore inimaginable il y a 48 heures, mais le président Barack Obama a reçu ce jeudi le républicain Donald Trump à la Maison-Blanche en tant que nouveau président élu de la première puissance mondiale. Notre journaliste Nicolas Pinault était sur place. Voici son compte-rendu. Oui, bonjour Tatiana, vous l'avez dit, je me trouve devant la Maison-Blanche. Donald Trump est venu rencontrer Barack Obama, le 44e et 45e président des États-Unis, qui se sont rencontrés ce jeudi. La rencontre qui a duré plus d'une heure dans le bureau ovale. Les deux hommes ont échangé sur tous les sujets, notamment en matière de politique étrangère et en matière de politique intérieure. À leur sortie, une courte déclaration de la part du président Obama qui a déclaré que l'entretien avait été plutôt amical et également que les sujets les plus difficiles avaient été abordés entre les deux hommes, ce à quoi le milliardaire new-yorkais a acquiescé de la tête. Vous le voyez, je me trouve également ici devant la Maison-Blanche où nous avons quelques manifestants qui évidemment s'opposent à la présidence et à l'élection de Donald Trump depuis mardi soir. Ils sont venus se faire entendre car selon eux, le futur président américain, celui qui prendra fonction en janvier prochain, eh bien selon lui, il ne représente pas les valeurs américaines. On se souvient des propos polémiques, choquants pour certains que Donald Trump a eu pendant la campagne. Et avant justement de retrouver nos différents invités, je vous propose de revenir sur le film des résultats de cette élection, pas comme les autres, avec Eric Manirakiza. Une scène inimaginable, quelques heures avant la projection des résultats. Donald Trump, qui traînait dans les sondages pour une grande partie de la campagne, a raflé la mise dans un scrutin présidentiel qui a surpris les États-Unis et le reste du monde. Je viens de recevoir un appel de Mme Clinton. Elle nous a félicités, nous tous, pour notre victoire. Il s'agit de nous tous. Et à mon tour, je l'ai félicitée pour une campagne ardue. Je veux dire, elle s'est très bien battue. Trump a rapidement changé de ton, prônant la réconciliation après une longue et amère campagne qui a divisé le pays. Maintenant, il est temps pour l'Amérique de soigner ses blessures de la division. Nous devons nous rassembler. À tous les républicains, démocrates et indépendants à travers cette nation, il est temps de nous rassembler comme un peuple uni. Donald Trump a aussi lancé un message aux dirigeants et pays étrangers, dont beaucoup sans doute attendaient une victoire de Clinton quelques heures plus tôt. Je veux dire à la communauté internationale que même si nous allons toujours prioriser les intérêts de l'Amérique, nous allons traiter équitablement avec tout le monde, toutes les personnes et toutes les autres nations. La candidate malheureuse a pris la parole le lendemain pour reconnaître publiquement la victoire de Donald Trump. Nous devons respecter ces résultats. Cheminons maintenant vers le futur. Donald Trump sera notre président. Nous devons collaborer avec lui et lui donner la chance de diriger. Le président Barack Obama a lui aussi félicité Donald Trump pour sa victoire et a rappelé la responsabilité du président élu à réconcilier une Amérique divisée. Nous ne sommes pas avant tout démocrates ou républicains. Nous sommes avant tout américains. Nous savons ce qui est de meilleur pour ce pays. J'ai suivi ce que Donald Trump a dit hier soir. Ce que j'ai entendu de lui en lui parlant directement m'a encouragé.
C'est ce dont ce pays a besoin. Un sens d'unité, d'inclusion, le respect de nos institutions et de l'état de droit, un respect mutuel. Au Congrès, les républicains ont également conservé le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants. Trump a gagné avec une vague de soutien des électeurs de la classe ouvrière blanche. Donald Trump prépare maintenant la transition vers sa présidence et son investiture en janvier, que certains de ses partisans n'avaient jamais envisagé. Et avec nous tout au long de cette émission en direct de Bamako, le professeur Clément Dembélé, professeur de sciences politiques à la Sorbonne Paris et analyste politique et spécialiste de la politique américaine. Et avec nous sur ce plateau, René Lake, vous êtes président d'Africa Web Plus, directeur de ceneplus.com et abidjanplus.com. Et notre confrère Timothée Donangmai, vous êtes rédacteur en chef ici au service français. Messieurs, une première question, on va se diriger à Bamako. Professeur Dembélé, comment est-ce que vous avez vécu cette soirée électorale ? Alors, cette soirée électorale, contrairement à la plupart des analystes, c'était plus ou moins prévisible. Et évidemment, il y a eu beaucoup de tensions, évidemment, il y a eu beaucoup de déceptions, notamment du côté de l'Europe et du côté de l'Afrique. Mais on pouvait s'attendre plus ou moins à cette victoire et on aura l'occasion tout à l'heure d'en débattre plus en profondeur. Et beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. Du côté des Africains, des Européens, mais c'était quand même prévisible. René Lake, pour vous, est-ce que c'était prévisible aussi ? Non, je ne m'y attendais pas du tout. La campagne d'Hillary Clinton ne s'y attendait pas. La campagne de Donald Trump ne s'y attendait pas. Les médias ne s'y attendaient pas. Le gouvernement lui-même ne s'y attendait pas. Vous savez, il y a un instrument de mesure de l'opinion. L'instrument de mesure de l'opinion, ce sont les sondages. Les sondages, ce ne sont pas juste des instruments utilisés pour l'opinion publique, mais les gens gouvernent avec, les décisions sont prises. Donc les campagnes prennent des décisions en fonction de cela. Et malheureusement, il y avait un problème d'échantillonnage au niveau de sondage, de tous les sondages. Parce que les sondages donnaient la victoire à Hillary Clinton. C'est pour ça que même les gens de Trump ne s'y attendaient pas. Parce que l'échantillonnage qu'ils ont pris est un échantillonnage qui partait de postulats au départ qui étaient faux et on peut en discuter. Justement, Timothée Donangmai, est-ce que vous pensez que la presse s'est fait écho de tous ces sondages-là qui, finalement, n'ont pas été le résultat qu'on a pu voir au soir du 8 novembre ? Oui, alors la presse doit un grand mea culpa aux Américains et même au reste du monde. Parce que tout au long de la campagne, les chaînes de télé, les radios, les journaux ont assuré que Mme Clinton avait une longueur d'avance sur Trump. Une longueur qui s'est nettement réduite vers la fin de la campagne, mais une avance néanmoins. Et tout le monde était sûr que c'est elle qui allait gagner. Donc les médias, dans ce domaine, doivent faire leur examen de conscience et revoir un peu la façon dont ils traitent les projections, les sondages d'opinion. Alors, une avance qui a donné des scores assez serrés, 279 votes pour Donald Trump contre 228 pour Hillary Clinton. On va revenir un petit peu en détail, notamment sur les États qui ont fait gagner Donald Trump. Avec vous, Timothée Donangmai, on était surpris, on ne s'attendait pas à ce que, par exemple, le Wisconsin revienne à Donald Trump. Alors, l'État qu'on suivait en particulier, c'était la Floride, parce qu'on avait dit que Donald Trump avait absolument besoin de la Floride pour gagner, et que si ce verrou sautait, eh bien, c'était un problème, pour lui. Et on disait aussi qu'on a fait état d'une émergence des électeurs hispaniques. On a dit qu'ils se sont inscrits en grand nombre, un nombre inhabituel dans les registres électoraux, et qu'ils allaient faire la différence en faveur de Mme Clinton. Mais tous ces pronostics ont été déjoués en Floride et Donald Trump a gagné là-bas. Et il y a évidemment, et René en parlera tout à l'heure, le mur bleu, la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, qui était censé bloquer Donald Trump et l'empêcher de gagner. Et là aussi, le mur s'est effondré et Donald Trump
bientôt sera à la Maison-Blanche. Alors justement, René Lake, comment on peut expliquer aujourd'hui que les démocrates aient laissé ce mur s'effondrer? Écoutez, je vais vous dire, 1 heure avant que la fermeture des bureaux, j'étais sur des chaînes de radio et de télévision et je disais à peu près exactement le contraire de ce qui s'est passé quelques heures avant. Pour gagner, Donald Trump avait besoin de gagner tous les 10 États charnières. Les États charnières, ce sont ces États qui peuvent passer aussi bien démocrates que républicains en fonction des résultats. Les swing states. Les swing states en anglais. Donc dans ces États charnières, il fallait que Donald Trump gagne tous ces 10 États charnières, plus encore au moins un État bleu et une partie soit dans le New Hampshire, soit dans le Maine, où ce n'est pas le gagnant qui remporte tous les votes du collège électoral. C'était une mission quasiment impossible. Non seulement il les a gagnés tous, quasiment, et il a gagné effectivement 2 États bleus, et deux États bleus, oui, comme on dit, qui sont des États démocrates, et du coup, ça lui a permis de remporter les élections. Mais ça, personne ne s'y attendait. Professeur Dembélé, vous qui suivez aussi la politique américaine, est-ce que vous faites la même analyse? Est-ce que justement, c'est tous ces États qui sont tombés, la grande surprise finalement quand on fait le décompte, est-ce que c'est pour vous une chose à laquelle il fallait s'attendre? Est-ce que c'est ça le fruit du travail sur le terrain de l'équipe de Donald Trump? Je ne sais pas, je suis tout à fait d'accord, mais ce n'est pas seulement ce travail sur le terrain. C'est vrai qu'il y a eu un travail en profondeur qui a été mené par l'équipe de Donald Trump, qui était au-delà du discours. Mais si vous me permettez, je pense qu'aujourd'hui, il faut tenir compte, en dehors des sondages, en dehors des statistiques, que nous, les politologues, on a souvent tendance et l'habitude de le faire. Et je le disais sur la radio France Internationale auprès de vos collègues il y a juste 48 heures, juste avant les élections, la fin des élections, qu'il faut faire beaucoup attention parce qu'aujourd'hui l'Amérique change. Et depuis 2000, donc on a une génération de 15 ans, les politologues savent très bien ce que ça se passe, que le monde change, les mentalités changent. Aujourd'hui, quand on regarde les États-Unis, ce qu'on appelle les États qui sont acquis aux démocrates, il y a une couche intermédiaire. C'est le middle couche est en train de changer, est en train d'agrandir. C'est que cette couche intermédiaire, qui est la classe moyenne, comme on dit en français, et se développe beaucoup. Et cette classe moyenne a souvent tendance, du point de vue de la sociologie et de la psychologie, a tendance à évoluer vers le richisme que vers le bas, et la classe populaire, c'est-à-dire les pauvres, aux États-Unis, ce sont les moins votants. Et ce qu'on a pensé que les hispaniques allaient être acquis aux démocrates, il faut regarder la sociologie et le développement, la mentalité de ces hispaniques. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut tenir compte des 3 facteurs qui ont fait échouer Hillary Clinton. Et nous allons tenir compte non seulement de la fin du carriérisme, du professionnalisme politique, et on se trompe. C'est là où les médias se sont trompés, c'est là où les politologues, les spécialistes et les sondeurs se sont trompés, parce qu'on s'est fié à l'espérance d'Hillary Clinton, on s'est fié à un professionnalisme politique, à un carriérisme politique. Et de l'autre côté, Hillary Clinton, c'est une femme, on en discute tout à l'heure. Effectivement, on va continuer. Oui, on va continuer. Si vous permettez, je vais continuer. On va continuer de donner la parole à nos autres invités. Alors, justement, le professeur Dembélé était en train de parler d'une mentalité qui a évolué, d'une partie de la société, notamment de cette classe moyenne qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que, j'ai envie de vous poser cette question, est-ce que cette classe moyenne, en fait, n'était pas prête tout simplement à élire une femme, Timothée? Déjà, il faut faire une distinction au sein de cette classe moyenne. Il y a la classe moyenne des grands centres urbains et qui a voté pour Mme Clinton, et la classe moyenne dans des zones un peu plus rurales qui dépendent. Elle a remporté le vote populaire, hein, on le voyait dans les calculs. Oui, donc une classe moyenne des zones manufacturières, là où les emplois ont beaucoup disparu, cette classe moyenne-là a voté pour Donald Trump. Donc, mais qu'est-ce que ça envoie, René Lake, comme message, ça, aux politiques, à la classe politique et aux démocrates qui viennent de perdre? Quelle analyse, quelles leçons peuvent-ils tirer de ça? Écoutez, on est toujours dans un double schéma ici. Le schéma classique, les zones urbaines ont voté démocrate et ont voté pour Hillary Clinton. Les zones rurales ont clairement voté pour Donald Trump. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à la question de la classe ouvrière blanche, le profil type du candidat de Donald Trump,
Je crois que ça, c'est un mythe. En tout cas, les chiffres nous montrent que c'est un mythe. Moi-même, je vous avoue que je croyais que c'était vrai. Hein. J'ai beaucoup tourné en campagne dans plusieurs États, notamment en Pennsylvanie. Mais c'est un mythe et ça, les sondages sortis des urnes nous le montrent. En fait, c'est l'Amérique blanche qui a élu Donald Trump et l'Amérique des minorités a voté pour Hillary Clinton. C'est dur à dire, c'est dur à reconnaître, mais c'est la réalité. Toutes les catégories blanches de la société américaine ont voté à majorité pour Hillary Clinton, y compris les femmes blanches diplômées qu'on l'on pensait qu'ils voteraient en majorité pour Hillary Clinton, ont voté à 57% pour Hillary Clinton. Donc c'est l'Amérique blanche qui a élu Donald Trump. Et donc ça pose un tout autre débat, j'espère qu'on pourra en parler. Et c'est déjà la fin de cette première partie, on va revenir dessus. On se retrouve tout de suite après cette courte pause. De retour dans ce Washington Forum consacré aux résultats de la présidentielle américaine et ses conséquences. On s'intéresse dans cette deuxième partie aux réactions à travers le monde de l'élection de Donald Trump. Et on commence avec quelques réactions de chefs d'État africains. Macky Sall au Sénégal: je félicite Donald Trump, président élu des États-Unis. Le Sénégal entend poursuivre les relations privilégiées avec les États-Unis. Paul Kagame au Rwanda: félicitations Donald Trump pour une victoire méritée. J'ai hâte de poursuivre cette bonne relation entre les États-Unis et notre pays. Ou encore Muhammadu Buhari, le président nigérian: au nom du gouvernement et du peuple du Nigeria, je félicite le président élu pour sa victoire. Et enfin au Gabon, Ali Bongo: j'adresse mes félicitations à Donald Trump, 45e président des États-Unis. Toujours avec nous, en direct de Bamako, Clément Dembélé, professeur en sciences politiques. Et puis René Lake, vous êtes toujours avec nous sur ce plateau, ainsi que Timothée Donangmai. Clément Dembélé, je vais venir très rapidement vers vous. Comment est-ce qu'a été perçue cette élection de Donald Trump sur le continent ? On voit que les chefs d'État sont plutôt positifs, ils le félicitent. Oui, c'est ce qu'on appelle la diplomatie de bonne mœurs. C'est-à-dire que même si c'est votre ennemi qui passe, vous avez l'usage de que vous le félicitez et que vous soyez de son côté et dit que vous allez continuer à faire. Mais cela dit, entre les politiques, c'est-à-dire les chefs d'État, les dirigeants africains et la population, il y a une différence qui se crée. Majoritairement, les Africains étaient beaucoup du côté de Hillary Clinton, ça se comprend, parce que Donald Trump, non seulement c'est pas quelqu'un qui est connu, mais dans son discours pendant la campagne, il avait un discours anti-système, un discours qui était un peu tourné vers l'extrême droite. C'est-à-dire un discours, ce qu'on appelle en France l'extrême droite, c'est un discours qui repoussait les étrangers, qui repoussait les musulmans. Donc, majoritairement, on sait que dans les pays du sud du Sahara et l'Afrique de l'Ouest, les Africains ne le suivaient pas beaucoup, n'appréciaient pas beaucoup de la Trump, contrairement à Hillary Clinton. Et on verra comment ça évoluera. Timothée Donangmai, donc on a vu, les chefs d'État sont plutôt le félicitent, c'est la diplomatie certes, mais on savait que certains Africains avaient été déçus de Barack Obama au final. Est-ce qu'ils s'attendent à autre chose, puisque c'est une alternance, est-ce qu'ils s'attendent à autre chose de Donald Trump par exemple ? Bon, pour ce qui est des Africains de tous les jours, ils ne savent pas à quoi s'attendre de la part de Donald Trump, puisqu'il a très peu, pour ne pas dire, il n'a pas du tout parlé de l'Afrique durant dans sa campagne, ça n'existait quasiment pas. Voilà, donc les gens attendent de voir, mais ils se disent en même temps que, bon, Barack Obama nous a déçus, peut-être que ce nouveau président va nous apporter une bonne surprise. En tout cas, ils se disent qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre en attendant de voir ce que Donald Trump va dire. Mais concernant les dirigeants africains, je pense que beaucoup voient avec soulagement M. Obama quitter la Maison-Blanche. Alors pour quelle raison, justement ? Oui, il a commencé à mettre l'accent sur la bonne gouvernance. Le respect de la Constitution. Oui, c'est cette mémorable déclaration où il a dit que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts.
et d'hommes forts, pardon. Et c'est une déclaration qui a gêné beaucoup de dirigeants sur le continent. Donc, c'est pas avec regret qu'ils vont que certains le voient partir. Ça, c'est bien vrai. Ouais. René Lake, on voit aujourd'hui que Donald Trump annonce, il a été reçu à la Maison-Blanche, on voit que le Parti républicain a tout. La Chambre des représentants, le Sénat. Est-ce que dans les 100 premiers jours de son mandat, est-ce que c'est ça qui aujourd'hui va être le premier chantier de pouvoir installer, de pouvoir faire passer tout le programme qu'il a annoncé pendant sa campagne? Vous savez, j'avoue que je suis un peu sceptique. J'ai du mal à imaginer, comme vous vous souvenez qu'il a dit pendant sa campagne, que dès son arrivée, il va lancer la construction du mur, il va faire annuler Obamacare. J'ai du mal à imaginer que cela se fasse, et en tout cas certainement pas aussi rapidement. Et je crois que c'est un problème et c'est un des challenges qu'il va avoir. Parce que le challenge que les républicains ont eu depuis 8 ans avec Barack Obama, c'est qu'ils n'ont cessé de faire des promesses qu'ils ne sont pas arrivés à tenir. C'est pour ça qu'au fond, quelqu'un à l'extérieur de leur système, Donald Trump, est arrivé en fait à capitaliser sur ses frustrations. J'ai bien peur que la même chose ne lui arrive, parce que je ne vois pas comment il peut, aussi rapidement, sans avoir des éléments pour remplacer des politiques qui ont été mises par Barack Obama, prendre des décisions aussi intempestives. Alors on a vu aussi des réactions de dirigeants européens. Angela Merkel, la chancelière allemande, a plutôt été du genre à le mettre en garde sur le respect des valeurs communes, notamment. François Hollande le président français a eu une réaction plutôt mitigée. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le reste du monde doit avoir peur de Donald Trump? Doit avoir peur. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'on doit le craindre? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, les alliés occidentaux des États-Unis sont quand même préoccupés par certaines déclarations passées de M. Trump, notamment concernant l'immigration, concernant l'OTAN. Il a dit il est temps que les charges au sein de l'OTAN soient réparties beaucoup plus équitablement. Il estime que les États-Unis assument la plus grande partie du fardeau de l'OTAN, et il pense qu'il faut que les choses changent à ce niveau-là, que chacun assume sa part de responsabilité. Et ça a de quoi inquiéter au niveau des alliés. Alors justement, vous avez été nombreux à réagir sur notre page Facebook de voaafrique.com. Voici quelques-uns de vos commentaires. Gentil Macharigo, en RDC, le défi de Trump, surtout pour l'Afrique, sera d'éjecter dehors tous ces chefs d'État qui violent les constitutions et s'éternisent au pouvoir au-delà de leur mandat. On en parlait tout à l'heure. Élisée Sossou au Bénin qui dit qu'il devra renforcer les relations entre les autres continents. Marthe Kimbalé au Cameroun, je souhaitais la victoire de Hillary Clinton, mais je me doutais de la victoire de Trump car aucun démocrate n'a succédé à un autre. Et enfin, Abdoulatif Traoré au Mali qui dit « Je ne suis pas surpris car je savais qu'une femme ne pourrait jamais être à la tête des États-Unis ». Alors justement, on va reprendre la direction du Mali avec vous, professeur Dembélé. Est-ce que, vu de l'Afrique, une femme aurait pu être présidente des États-Unis ? Je suis arrivé à Bamako il y a 48 ans. Je suis plutôt basé en France, mais je suis très fréquent au Mali. Écoutez, le problème sur la sociologie, ça se voit. Et moi, je l'avais déjà dit sur plusieurs antennes que l'un des handicaps d'Hillary Clinton, c'est le fait aussi d'être femme. Vous savez, l'histoire nous a prouvé ça. On a vu beaucoup de cas pendant les élections. On a vu en France en 2007, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, et avec Ségolène Royal et Sarkozy, Nicolas Sarkozy, c'est que lorsqu'une femme se présente pour un poste, elle part déjà handicapée parce qu'il faut qu'elle prouve qu'elle mérite ce poste. Et ça, c'est déjà une mentalité qui dure depuis 3 millions d'années, que les hommes ont montré aux femmes qu'elles ne sont pas capables. Donc, l'homme est fait pour le pouvoir et la femme est faite pour suivre. Et la deuxième chose, c'est que les femmes, quand il y a une forme de jalousie, c'est pas vraiment gentil ce que je dis, mais c'est une réalité, c'est de la psychanalyse, c'est que les femmes ne votent pas majoritairement pour une femme. Ils se présentent aux élections présidentielles. Donc, Hillary Clinton, elle a été doublement victime du fait que c'est une femme, les hommes n'ont pas tendance à voter beaucoup pour Hillary Clinton. Et on voit qu'il y a 57%, un de mes collègues disait tout à l'heure,
57% des femmes n'ont pas voté pour elle. Et ceux qui votent beaucoup pour elle, c'est une tranche de population qui n'est pas beaucoup du côté des femmes, mais qui cherche, qui est beaucoup plus fidèle au vote démocrate. Donc Hillary Clinton, parce qu'elle est femme, les femmes n'ont pas voté pour elle, et parce qu'elle est femme, les hommes n'ont pas voté pour elle. Et on a vu déjà ces cas en 2007 en France. Effectivement. Merci. On va revenir vers vous, René Lake. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre maintenant? Qu'est-ce que concrètement, ça y est, il va être investi le 20 janvier prochain. Qu'est-ce qu'il va se passer? Quels vont être les premiers actes qu'il va poser? Ça, c'est difficile de répondre parce que, vous savez, il a fait tellement de déclarations, il a annoncé tellement d'éléments de politique qui étaient même contradictoires, les unes avec les autres. Au finish, comment ça va se passer, on ne sait pas trop. Mais je crois que ce qui va être intéressant, c'est de voir dans les prochaines semaines qui il va nommer autour de lui. Et là, effectivement, déjà, il va avoir une difficulté majeure. C'est que la plupart des gens qui sont relativement consensuels dans le Parti démocratique, dans le Parti républicain, ne l'ont pas soutenu. Va-t-il aller vers ces gens-là? Donc ça, c'est le premier test que l'on va avoir. Parce qu'au fond, ce sont des gens relativement extrémistes, comme, comment il appelle ça, Chris Christie, Newt Gingrich ou Giuliani, qui l'ont soutenu. Ce sont ces gens-là qui risquent dans son premier cercle. S'il se limite à ça, je crois que ça va être une source d'inquiétude importante pour tout le monde. Donc je pense que la grande question, ça va être la question des gens avec lesquels il va s'entourer. Et ça, je pense qu'on va le savoir dans les 3-4 prochaines semaines. Alors justement, Timothée, on a vu plusieurs défections autour de lui, d'autres sont restés jusqu'au bout. À quoi peut ressembler l'administration Trump, sachant qu'au soir du 8 novembre, il a annoncé qu'il serait le président de tous les Américains. Il a eu un discours plutôt modéré par rapport à ce qu'on avait pu voir pendant la campagne. Comment il peut avoir ce discours-là tout en ayant justement des jusqu'au-boutistes dans sa première garde? Bon, il faut dire que... Est-ce que, par exemple, il peut travailler avec Hillary Clinton? On l'a vu dans son discours. Elle a dit « Je me propose de travailler avec lui ». Alors, on n'en sait rien, mais il faut quand même faire la distinction entre la campagne électorale, où on est engagé dans la guerre, on jette tous les moyens dans la guerre. Et maintenant, quand on a gagné, on va quand même être magnanime par rapport à ceux qu'on a vaincus, par rapport à ceux qui ne nous ont pas soutenus. S'il veut vraiment réussir, il va s'ouvrir en direction de ces gens-là. Mais s'il se limite uniquement à ceux qui l'ont soutenu, il est clair qu'il aura beaucoup de difficultés, notamment au Congrès, parce qu'il a besoin du Congrès. C'est le Congrès qui tient les cordons de la bourse ici aux États-Unis. Et qu'il le veuille ou pas, il devra travailler avec ces gens-là, leur tendre la main, essayer de les rassurer pour qu'ils l'aident. Sinon, ce sera un blocage total au niveau de sa politique. Et Tania, je voudrais ajouter, il faut aussi noter que c'est la première fois dans l'histoire moderne des États-Unis qu'après une élection, il y a des manifestations dans le pays. 12 villes où il y a eu des manifestations, où il y a des manifestations anti-Trump. Ce n'est encore jamais arrivé. C'est vrai qu'en Afrique, on est habitué à ça, mais justement, pas ici. Qu'est-ce que ça peut apporter, ça? Est-ce que ça peut peser dans les premiers mois de la présidence Trump? Écoutez, moi, je crois qu'il a besoin de trouver les moyens de poser un certain nombre d'actes qui vont rassembler. Je ne pense pas qu'il puisse être le leader de tous les Américains, de tous les groupes sociaux américains. Ça, j'ai du mal à l'imaginer. Mais il va falloir qu'il pose des actes forts qui évitent en tout cas de renforcer la division. Parce qu'en ce moment, l'Amérique est divisée. Il y a d'un côté l'Amérique des minorités, qui est aujourd'hui une Amérique quasi majoritaire. Et il y a de l'autre côté une Amérique qu'on pourrait qualifier, pour aller assez vite et caricaturer un peu, dite blanche. Et je pense qu'il va falloir qu'il trouve les moyens d'équilibrer les deux. Professeur Dembélé, je reviens vers vous pour le mot de la fin. Une dernière réaction, justement, pour vous. Qu'est-ce que Donald Trump va faire dans les premiers mois de sa présidence? Rapidement. La première chose qu'il va faire, comme disaient nos collègues, il va essayer de rassembler. Mais il faut tenir compte d'une chose, c'est que Donald Trump, on va voir pendant son mandat l'apparition de quelques ténors qui ne sont pas vraiment des
politicien de profession. Parce que lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui est issu de cette carrière politique. Rapidement, c'est déjà la fin. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce numéro, ainsi qu'à Radio Balafon au Cameroun. Merci.